Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ah, ça va pas trop pire, et toi, comment ça va? Ça va bien, j'ai une nouvelle tasse de café, tout ne peut que bien aller. Tout est très rugueux. Tout est très rugueux chez nous, j'ai aussi un gros chandail de laine parce qu'il y a plein de neige dehors. C'est une belle journée pour enregistrer les podcasts. Oui, pour rester en dedans, boire du café, puis jaser de crime. De crime. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale qui ne va pas raconter de cas, mais qui va nous commenter, comme nous on se commente d'habitude et faire des blagues. J'ai nommé Roxane. Bonjour Roxane. Bonjour Catherine. Comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Toi, ça va encore bien? Ça va toujours bien, oui, depuis 2 secondes. Alors aujourd'hui, Audrey, je pense que t'as un café pour nous. Oui, en fait, c'est un café un peu spécial parce que c'est le don d'une auditrice qui nous a fait parvenir du café. Donc, Marie-Lou, merci infiniment pour ton cadeau. C'est vraiment gentil de ta part. C'est super apprécié. Donc, Marie-Lou nous a fait don du café qui vient d'une brûlerie montréalaise qui s'appelle Café Vito, qui est située dans Rosemont, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez commander sur Internet et vous pouvez même choisir votre grosseur de grind, de moulure. De mouture. De moulure Ouais, ou de mouture? Je pense mouture. Ok, ouais. Sinon, j'avais inventé un mot. C'est possible aussi. Moulure, c'est genre les moulures de murs, là. Buvez pas vos murs. Non. C'est le café de chez Café Vito qui nous a été offert par Marie-Lou et je trouve ça vraiment très cute parce qu'elle nous a dit que c'est le café qu'elle boit au travail. Oh. Donc c'est comme si on prenait un café avec Marie-Lou directement. Ben oui. Le café, je l'ai préparé à la presse française et malheureusement, sur le site internet de Café Vito, j'ai pas pu trouver les notes du café, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est définitivement un café qui est très équilibré. Donc, il n'y a pas d'arôme qui en dépasse un autre. Donc, si vous, par exemple, les cafés fruités, c'est pas trop votre genre, ça devrait vraiment être dans votre palette. C'est aussi un café qui est très rond, vraiment, qui passe très bien. Je trouve que c'est un excellent café pour le matin. Quand on veut juste une bonne tasse de café pour se réveiller, je l'ai trouvé vraiment parfait. Il est pas trop corsé, donc vous avez pas trop l'impression qu'il reste en bouche longtemps. Donc définitivement, un excellent café à vous procurer pour se réveiller le matin, tout en douceur. Hey, je te dis que nos descriptions de café, là, il me semble que la prochaine étape, ce serait qu'on fasse un masterclass d'appréciation du café. Hey! On s'en vient pas mal bonne dans notre vocabulaire des saveurs. Ben, j'ai vraiment été regarder une vidéo sur YouTube pour avoir du vocabulaire. Voilà, ben c'est ça la solution. Regardez, on fait des efforts pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, et surtout, moi je pense qu'on devrait le dire encore, on vous remercie pas assez Ben souvent. oui. C'est comme l'action de grâce, on rend grâce à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Merci de nous écouter. On est tellement touchés de votre présence et de votre écoute. Merci beaucoup d'être avec nous et de profiter du bon café et des belles histoires de crime. Mais un remerciement vraiment spécial aussi parce que dans les dernières semaines, on a vraiment eu un boom au niveau de nos abonnements. Donc, on a beaucoup de nouveaux et de nouvelles auditeurs et auditrices. On vous salue. On espère vraiment que vous aimez ce qu'on fait et qu'on va pouvoir vous compter parmi nous pour les prochains épisodes parce que Catherine et moi et Roxane aussi, on a énormément de plaisir à faire ça. Donc, de savoir que vous aussi, vous aimez passer du temps avec nous, mais ça nous fait vraiment plaisir. Puis, on est vraiment content de vous avoir avec nous. Oui, ça nous fait chaud au cœur. Pendant cette période un peu difficile de l'histoire. Oui, c'est ça. On espère mettre un peu de soleil dans votre journée et de café dans votre cœur. Oh. Non, c'était pas une super belle comparaison. Mais quand même. Moi, je l'aime. Bon. Alors aujourd'hui, c'est toi, Audrey, qui va nous raconter un cas. De quoi vas-tu nous parler? Catherine, this story's got everything. Stéphane! It's got art. Oh! It's got des alpinistes. Oh! It's got la ville d'Oka. Oka! Oh oui! C'est vraiment une histoire pleine de rebondissements. Le cas que j'ai décidé de couvrir aujourd'hui, c'est le vol qui a eu lieu au Musée des Beaux-Arts en 1972. Mais qu'est-ce que le Musée des Beaux-Arts a à voir avec Oka? Oh, mais ça va venir, Roxane, ne t'inquiète pas. Wow! I've got it covered! Wow! Avant de commencer mon histoire, je vais juste vous donner mes sources. Donc, je me suis inspirée de l'article
intitulé The Skylight Caper, qui est paru dans le magazine Canadian Art en octobre 2019, donc c'est tout récent. Et l'article a été rédigé par Chris Hampton, donc c'est un journaliste qui a essayé de voir un petit peu où en est le cas, parce que c'est pas tant un punch, parce que si vous en avez déjà entendu parler, vous le savez, les œuvres qui ont été dérobées n'ont toujours pas été retrouvées à ce jour, on ne sait pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Et Chris Hampton a essayé une petite enquête pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Ça serait quoi les solutions possibles pour retrouver ces œuvres-là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du vol qui a eu lieu le 4 septembre 1972, mais je vais aussi le mettre en parallèle avec d'autres vols un peu plus mineurs qu'il y a encore eu au Musée des Beaux-Arts de Montréal, puis je vais aussi un petit peu vous parler d'autres crimes qu'il y a eu dans le monde de l'art. Et c'est un cas particulier pour moi, parce que j'ai travaillé moi-même au Musée des Beaux-Arts de Montréal pendant 5 ans, si ma mémoire est bonne. Ah ouais, 5 ans. Oui! C'est un lifetime. C'est plein d'expositions ponctuelles. T'as dit insider information. Ah oui! Donc, si j'ai des anciennes collègues qui nous écoutent, ben je vous dis bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez bien, surtout pendant cette période de pandémie, puisque le musée est malheureusement fermé. Mais j'espère que vous vous portez bien et que vraiment les choses vont bien pour vous. Aussi, au début, je pensais que j'allais pas avoir assez d'informations, donc j'avais demandé à Catherine si je pouvais raconter des anecdotes niaiseuses qui m'étaient arrivées quand je travaillais là. Mais finalement, je pense que je vais avoir assez d'informations, fait que... On pourrait garder les anecdotes pour un épisode bonus. Exactement. Oui. Je vous révélerai des niaiseries au fur et à mesure. Oui, c'est bon, mais... On verra comment ça s'insère dans l'histoire. Parce qu'éventuellement, on pourrait peut-être avoir un Patreon. Oh! Et rendre disponible des épisodes bonus, et ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour toi. Mais je sais que tu as eu d'innombrables mésaventures pendant que tu travaillais au Musée des Beaux-Arts, fait que même si tu nous révèles une couple d'anecdotes, il va en rester en masse pour faire un épisode bonus. Écoutez, juste pour la petite histoire, on avait parti un document, les employés de mon département, d'anecdotes qui nous arrivaient, et le document, quand j'ai quitté le musée, faisait 150 pages. Wow. Ah, wow. Wow. OK. C'est assez varié. Ça va de crimes, carrément, qui ont été commis pendant qu'on était là, à des gens qui nous demandent si Rodin va être présent à son exposition pour signer des autographes. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, faut se renseigner. Mais vas-tu être là pour signer des autographes? Il va être là, mais ça va pas sentir bon autour de lui. J'espère que ça te dérange pas trop. Alors les filles, êtes-vous prêtes à ce que je mette un peu de crime dans votre café? Oui, vas-y. Est-ce que vos toiles sont bien vissées sur vos murs? Oui! Non! Petit voleur. Touche pas à mes posters. Non! Touche pas à mon cadre laminé du Golden Gate. Vole pas mon gros inventaire de Shanghai! Non! Alors, je vais mettre un peu de crime dans votre café et vous raconter l'histoire du vol du Musée des Beaux-Arts en 1972. Alors, c'est la nuit du 4 septembre 1972. Le moment est idéal. Non seulement c'est la fin de semaine de la fête du travail, mais il y a aussi un important match de hockey qui retient l'attention de l'ensemble du Canada. Ce soir-là, l'équipe du Canada devait affronter les méchants joueurs de l'URSS au Maple Leaf Gardens de Toronto. Ben voyons donc. C'est le match du siècle? T'as tout compris. Ben voyons donc. Hey, j'aime assez ça, les détails historiques, moi, là. Hey, je vous mets en contexte, là. Le match allait donner aux gentils Canadiens leur deuxième victoire dans ce qu'on a nommé la série du siècle. Là, inquiétez-vous pas, on risque pas de parler de sport si souvent que ça à un peu de crime dans ton café. Sauf si vous aimez ça. Mais est-ce qu'on peut-tu faire une petite parenthèse pour expliquer c'était quoi, le match du siècle? Oui, absolument. Ouais, c'était quoi le match du siècle? Moi, je connais rien. La série du siècle. Il me semble que l'idée de la série du siècle, c'était justement de faire des championnats mondiaux de hockey. Puis là, ça donnait que ça devenait une espèce de bataille politisée dans le cadre de la guerre froide, où il y avait l'Occident qui s'opposait aux États de l'Est, donc à la Russie. Fait qu'au début, c'était juste comme un truc qui était organisé pour comme encourager la solidarité internationale, j'imagine. Mais c'est devenu quelque chose de politisé, puis c'est devenu des victoires qui étaient plus symboliques qu'autre chose. Fait que là, l'équipe de Montréal gagne sur l'équipe de la Russie. Fait que là, l'Occident est en train de gagner la guerre froide symbolique sur la Russie. Ah! Isn't that interesting? C'est la fin de la parenthèse. Fait que c'était très important, là. C'était très important de gagner parce que c'était pas juste un match de hockey, c'était une guerre idéologique. Ça l'avait escalate. Ça l'a escalate very quickly. Mm-hmm. Et donc,
Pendant qu'on célébrait la victoire du capitalisme sur le communisme, un homme équipé de crampons escaladait un arbre situé entre l'église Saint Andrew et le musée des Beaux-Arts de Montréal afin d'en atteindre le toit. Le toit de l'arbre? Le toit du musée des Beaux-Arts. Ah, ok. Mais là, je vais juste... Ah, ça a plus de sens. Mais là, chers auditoristes, je vais juste vous remettre en contexte pour le layout de l'époque du Musée des Beaux-Arts de Montréal, parce que maintenant, on sait, c'est une espèce de complexe avec plusieurs pavillons qui se relient par en dessous de la rue Sherbrooke, et les gens nous demandaient souvent si le métro était relié au Musée des Beaux-Arts, parce qu'il est en dessous de la rue. C'est où la ville souterraine? Oui, on nous demandait souvent quelle sortie prendre pour continuer oui. dans la ville souterraine. Comment aller dans la ville souterraine? Est-ce que c'est une joke? Mais Non, c'est pas une farce. comme s'il allait faire passer un tunnel de métro au milieu d'un musée. Voyons donc. Tu parles d'une idée. Les gens nous demandaient parce que c'est souterrain, donc mais là, il va être où le métro? Mais pour la ville souterraine, je comprends plus la question. Mais le métro, je veux dire, clairement, il va pas passer dans le milieu de la galerie, là. Voyons donc. Mais là, pour les gens qui nous écoutent et qui sont jamais venus à Montréal, là, on va dire une fois pour toutes, la ville souterraine, ça n'en vaut absolument pas la peine. Non! Vraiment C'est vraiment... pas! C'est vraiment dole. C'est juste pour éviter d'abord à marcher à l'extérieur quand il fait pas beau, là. C'est juste ça. C'est juste un tunnel. C'est des tunnels en différents centres de congrès pis des centres de commerce, genre, c'est vraiment pas super. Puis pas des centres de commerce incroyables, c'est des centres de manucure, des kiosques d'étui à téléphone, puis des dry cleaners. Là. C'est vraiment pas une destination touristique. Il y a d'autres choses à faire à Montréal. Puis le OACI. Le OACI? Je me faisais demander vraiment souvent c'était où la ville souterraine puis comment aller dans la ville souterraine quand je travaillais dans le Myland. Oh! J'étais comme, premièrement, c'est vraiment pas ici. Puis deuxièmement, ça vaut pas la peine, allez-y pas. Non. C'est pas le fun. Le Musée des Beaux-Arts, en 1972, avait un seul pavillon. C'était le pavillon Michael et Renata Ornstein qui est situé au 1379 sur la rue Sherbrooke. C'est celui avec les grands escaliers en marbre dans lequel on peut voir les collections un peu plus classiques. Ah, oui. Où il y a les expositions spéciales. Donc, si vous avez déjà vu, par exemple, Chiouli, Fabergé, c'était dans ce pavillon-là. Est-ce que c'est le pavillon avec les escaliers, avec des marches vraiment très longues et basses, qui est super pas pratique, ou l'autre? Non, ça, c'est Desmarais. Ok, c'est ça. C'est les pires escaliers. On s'entend que c'est les pires escaliers. Oui, puis pour l'anecdote, on dit que c'est pour encourager les gens à entrer dans un nouvel état d'esprit qui est celui de la réflexion. Celui de marcher tout croche. Et de l'observation, parce que tu dois marcher plus lentement. Mais la vraie raison, c'est que les mesures étaient pas bonnes. Ah, ok. Parce que tu fais comme un pas et demi par marche. C'est pour rentrer dans l'état d'esprit du silly walk. C'est vraiment ça. Oui. Et oui, j'ai déjà vu des gens se faire très mal dans ces escaliers. Avec raison. Donc c'est celui en face qui a un bel escalier qui fonctionne. Exactement, le grand escalier en marbre que les gens me disaient tout le temps comme « Oh, je me sens comme une princesse ici ». Puis moi, j'étais comme « Ouais... » je me sens comme la princesse Sissi. Oui, à cause du grand escalier en marbre, là, les gens étaient comme « Oh, je vais descendre avec une belle grande robe ». J'étais comme « Non ». L'impératrice. Je suis l'impératrice de rien. Ils mettent un peu de fantaisie dans leur visite de musée. Ben oui, c'est ça. Donc, en 1972, on a seulement ce pavillon-là. Et c'est dans les années 70 qu'on va décider d'entreprendre des travaux pour ajouter un nouveau pavillon qui va être annexé au pavillon d'origine. Et ce pavillon-là, c'est le pavillon Lillian et David Stewart, qui va être entièrement consacré à la collection d'art décoratif. Donc, les meubles, les bijoux. Ah oui! Moi, je l'aimais beaucoup. Pas les canaux. Pas les canaux autochtones, puis non. les collections urbaines. Non, ça, je vais continuer mon historique. Après, dans les années 90, on a rajouté le pavillon Desmarais, qui est celui avec le fameux escalier qui fait sacrer tout le monde. Après, au début des années 2000, on a rajouté le pavillon Bourgie, qui était anciennement une église. Donc, le musée ont sauvé l'église pour faire la salle de concert Bourgie et ils ont annexé le pavillon Bourgie, dans laquelle on a les collections d'art québécois et canadiens. Et en 2015 ou 16, pardon, j'ai aucune excuse pour pas m'en rappeler parce que je travaillais là à l'époque, on a rajouté le pavillon Ornstein pour la paix, qui est le nouveau pavillon où on a toute la collection des Ornstein, qui étaient les plus grands mécènes du Musée des Beaux-Arts. Puis c'est vraiment un très très beau pavillon quand les choses vont réouvrir. Si vous n'y avez pas encore fait votre tour, moi je vous conseille d'y aller. Pas mal toutes mes toiles préférées se trouvaient dans ce pavillon-là. C'est vraiment un très beau pavillon avec des grandes fenêtres, beaucoup de lumière. C'est comme ça que le musée s'est bâti, mais
Au moment du vol, on a un seul pavillon, c'est le pavillon Arnstein, le grand pavillon en marbre. Le soir du vol, le musée est au cœur des travaux de rénovation où on ajoute le pavillon Stuart derrière, ce qui pourrait expliquer la facilité avec laquelle les voleurs ont pu s'introduire dans le pavillon Arnstein. Alors, une fois arrivé sur le toit, notre alpiniste en herbe a passé une échelle à 2 complices qui attendaient au sol. Le trio est parvenu à pénétrer dans l'enceinte du musée par le puits de lumière, dont le système d'alarme avait été désarmé parce qu'il était en cours de réparation. Ils se sont hissés à l'intérieur du musée grâce à une corde de nylon de 15 mètres de long. Ah oui, c'est très haut. Ça, j'allais dire, c'est haut quand même, ce pavillon-là. C'est une maudite grosse échelle, là. Ah oui, il y avait des réparations. Donc, l'échelle traînait, j'imagine. Oh non! Ils sont arrivés puis ils ont pris l'échelle qui traînait sur place pour rentrer dedans. Mon Dieu! Ça, c'est un major security breach, là. Ah, ils avaient pas prévu, genre, leur échelle à eux? Ils s'étaient pas amené une échelle? Ben, c'est ça, je vais vous en parler tantôt des questions qui restent un petit peu en suspens. Ben, sinon, ils auraient pu prendre leur corde de nylon de 15 mètres pour juste faire de l'escalade puis monter sur le bord de la façade. Ils pouvaient se rendre, anyway. C'était peut-être ça qu'ils pensaient faire. S'ils étaient pas paresseux. Ouais, c'est ça, maudit paresseux. Alors, les cambrioleurs ont commencé à se déplacer à l'intérieur des galeries, mais ils se sont fait surprendre par un gardien qui effectuait sa ronde de nuit. Oh non! Là, le gardien n'a pas obtempéré assez rapidement avec les ordres que lui donnaient les voleurs. Alors, un des voleurs a tiré un coup de feu dans le plafond de la galerie. Oh non! Le bruit a alerté 2 autres gardiens qui patrouillaient à proximité et ils se sont rendus sur place pour prêter main forte à leurs collègues. Malheureusement, ils ont été rapidement maîtrisés et ligotés dans un couloir du premier étage. Ok, au moins, ils n'ont pas été tués. J'avais peur qu'ils meurent, là. Aucun blessé. Ok, tant mieux. Dans les témoins. C'est bien ça, des cas de crime, mais relax, personne n'est blessé. Plus de peur que de mal. Mais après que j'ai fait Rock-Terrio, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un cas où est-ce que personne n'était mort. Que tout le monde a encore tous leurs morceaux à la fin de l'épisode. Non, c'est ça, on fait des trucs plus relax, là. Ben, le musée va perdre des morceaux. Personne meurt de la diarrhée. Personne n'est mort de la diarrhée. Dans les témoignages qu'ils vont livrer à la police après les événements, les gardiens vont décrire 2 hommes aux cheveux longs, vêtus de passe-montagne et armés de fusils. L'un parlait en anglais. Passe-montagne? Un masque de Ah, ça ski. s'appelle un passe-montagne? Oui. Je savais pas. Il y avait du passe-partout aussi. Oui. Elle était venue chiller. 2 hommes vêtus de passe-carreau et passe-partout. Ils ont juste chanté des chansons poches dans les galeries. On voulait qu'ils fassent. Puis les maudits, ils sont jamais partis. Ils nous ont appris à compter puis à nommer nos émotions. Okay, donc, il y avait des passe-montagnes. Exact. Et des nœuds papillons. Ah, yes! Ok, oui. Il y a un des voleurs qui parlait en anglais et l'autre en français. Ils étaient accompagnés d'un autre homme qui parlait également en français, mais les gardiens ne l'ont pas vu au cours de l'altercation. Ils l'ont entendu? Ils l'ont entendu, mais ils l'ont pas vu, parce qu'ils ont eu les yeux cafés. Pendant une demi-heure, les cambrioleurs ont rassemblé des toiles, des artefacts et des bijoux qu'ils ont hissés hors des galeries grâce à la même corde dont ils s'étaient servis pour entrer dans le puits de lumière. C'est cependant lorsqu'ils ont tenté de sortir des œuvres de plus grand format par une porte de sortie située sur le côté du pavillon qu'une alarme s'est déclenchée, provoquant un mouvement de panique chez les cambrioleurs qui se sont enfuis avec 39 pièces de joaillerie et 18 toiles. 39 bijoux et 18 toiles. C'est un bon score. C'est beaucoup de bijoux et de toiles. Hey, ça te remplit un chalet? Ça va valoir cher sur eBay. Parmi les toiles dérobées, on retrouve des œuvres de grands maîtres comme Courbet, Delacroix, Bruegel l'Ancien, Rubens, et un Rembrandt qui est à lui seul estimé à l'époque à près de 1 million de dollars. Rembrandt qui est le fils de Rembrandt et Rubens. Exactement, c'est Rembrandt. Rembrandt Streisand. Les 2 peintures jamais ensemble. Bam! Mon Dieu, c'est imposant. Et des bijoux en plus, plein de bijoux. Et des bijoux. Ah, de bijoux. Mais, de qui? La reine d'Angleterre. Tous les bijoux de la reine d'Angleterre. Non! Non. Est-ce qu'ils vont en parler dans The Crown? Un petit diadème. Des bijoux. C'est pas dit de quelle collection il faisait partie, Okay. malheureusement. Des bijoux de personne. Des bijoux qui appartenaient à des gens. C'est pas genre un œuf de Fabergé. Non. Non, mais il y a des bijoux de Fabergé, par exemple, qui auraient pu être volés là-dedans. Parce que Fabergé faisait aussi des bijoux. Ben oui, il y avait des petits œufs. Oh my god. Pour l'anecdote, quand on avait eu l'exposition de Fabergé, il y a une dame qui avait fait une plainte, comme quoi on avait fait de la publicité mensongère, parce que les œufs de Fabergé étaient pas de la même grosseur que le poster devant le musée. Oh my god. Mais tu sais, les posters qu'ils mettent à l'extérieur qui font tout le pavillon pour faire des annonces,
Puis là, la dame, elle nous a dit que c'était de la publicité mensongère parce que les œufs étaient pas dans la même grosseur que le poster. Il aurait fallu que vous fassiez Ouais, comme les ouais, boîtes de ouais. céréales puis dire genre agrandi pour montrer la texture. Oui. Présentation suggérée. Un Fruit Loop, c'est pas gros de même. J'étais genre, t'as jamais vu un film ou un documentaire, madame? Ça prendrait tout l'or du monde pour citer Céline Dion pour faire un œuf de cette grosseur-là, là. Mais là, oui. Non. Mais qu'est-ce que tu Franchement. ferais avec un œuf de ce grosseur-là? En plus, tu pourrais t'asseoir dedans, genre, puis C'est que ça ton donne. vaisseau spatial. Ah, tu l'ouvres pis c'est un lit. Oh. Oh, wow! C'est ta petite T'habites... chambre. Ah, c'est comme les Polly Pocket dans le temps, là, que Oui! t'ouvrais genre un Ah, cœur oui! pis c'était sa maison. Oui! Maison de Polly Pocket. Une maison Ah, familiale. l'aristocratie russe vivait dans un œuf de ce Mais dites-vous que le vol aurait pu être pire, Oh, wow. puisque parmi les toiles de grand format qui ont été laissées derrière, on retrouvait un Picasso, El Greco, 2 Goya, un Renoir et un autre Un Rembrandt. autre million. Un autre million. La conservatrice des arts décoratifs. Ils l'ont laissé là. La conservatrice des arts décoratifs à l'époque, Ruth Jackson, fut parmi les premiers employés du musée à se rendre sur place pour constater l'étendue des dommages. Les galeries étaient en piètre état. Les cadres étaient brisés, les toiles déchirées, des éclats de verre sur le sol puisque les voleurs avaient brisé les vitres des présentoirs derrière lesquels étaient présentés les bijoux qu'ils avaient volés. Selon David Carter, qui était le directeur du musée à l'époque, les voleurs auraient eu une idée très précise de ce qu'ils allaient dérober ce soir-là. Presque toutes les œuvres volées avaient récemment fait l'objet d'une publication dans les grands médias ou avaient été présentées dans des catalogues d'exposition. Il est donc fort possible que les cambrioleurs avaient jamais même mis les pieds dans le musée avant de commettre leurs méfaits. Donc, ils s'étaient fait une petite liste d'épicerie avant de venir, parce que, tu sais, quand t'as faim, des fois, tu prends trop de choses. Smart. Ce vol est considéré comme le vol d'or le plus important de l'histoire du Canada et le deuxième vol d'or le plus important en Amérique du Nord, soit juste derrière le vol du Isabella Stewart Gardner Museum de Boston, qui a eu lieu en 1990. Hey, le ROC hérite nous Hey. autres, là. Mais maudit que ça en est passé des affaires intéressantes au Top Québec. hein. date! Deuxième plus grand vol en Amérique du Nord. Pas À rien, ça. l'époque, il semblait par ailleurs y avoir une sorte d'épidémie de vol d'or en Amérique du Nord, puisqu'en Europe, on avait beaucoup resserré les mécanismes de sécurité autour des œuvres d'art. Pour l'anecdote, à l'époque, au Louvre, la plus grosse inquiétude qu'ils avaient, là je parle avant la Deuxième Guerre mondiale, la plus grosse inquiétude qu'ils avaient, c'était les incendies. Donc, les œuvres étaient pas sécurisées sur les murs. Donc, on pouvait vraiment juste décrocher les Au cas où toiles. qu'il y a un feu. Ben ouais, mec, oui. Je comprends. Ce qui fait que les gens, des fois, réorganisaient les toiles. Ils aimaient pas où est-ce qu'elles étaient, alors ils les mettaient ailleurs dans le musée. Et ça a aussi fait que la Mona Lisa avait été volée. Ah, c'est vrai, mais elle a été retrouvée. Oui. Mais elle est sur un mur jaune tellement laid que c'est pas grave si on la change de place. Je pense qu'elle devrait être changée de place. Ah oui, elle mérite d'aller prendre une Mais marque. c'est ça, ils l'ont retrouvée, la Ouais. Mona Lisa. Oui, mais la Ok. personne qui avait été accusée d'avoir volé la Mona Lisa à l'époque, c'était Picasso. Hein? Ah, c'était tout un petit bum, ça, Picasso. C'était-tu vraiment lui? Non. Ah. Fait que c'était avant la Première Guerre mondiale. Picasso et Apollinaire avaient été accusés d'avoir volé la Mona Lisa parce que l'art moderne n'était vraiment pas respecté. Alors les deux, ils avaient écrit un manifeste où est-ce qu'ils disaient qu'ils devraient rentrer dans le Louvre et brûler la Mona Lisa. Et quelques semaines plus tard, la Mona Lisa disparaissait. Alors la police s'est rendue chez Picasso. Ben, ça paraît pas très bien, hein, c'est ça. Fais attention à ce que tu C'est un peu publies. violent, là. On va la mettre en feu. Mais c'est parce que Picasso s'était déjà fait prendre avec des sculptures volées aussi chez lui. Oh. Mais c'est justement, Le c'est qu'à l'époque, petit les talent. œuvres étaient pas sécurisées. Fait qu'il y avait des gens qui avaient volé des sculptures africaines au Louvre, puis ils les revendaient sur le côté de la rue proche du Louvre. Puis Picasso les avait achetées pour s'inspirer pour ses Ah. toiles. Mais là, la police sont arrivés chez lui, puis il était comme, c'est parce que c'est volé, monsieur. Faut falloir que tu me les je les ai redonnes. achetés sur le boardwalk. C'est de la belle décoration. Le petit retour en arrière, le mercredi précédant le vol du Musée des Beaux-Arts, il y a eu un autre vol de tableaux à quelques heures de la métropole. Le 30 août 1972, à Oka, 3 hommes cagoulés et armés sont entrés par effraction dans la résidence d'été d'une dame aisée après avoir ligoté son jardinier et s'enfuir avec des tableaux pour une valeur de 50 000 $. Wow. Qu'est-ce qu'elle fait ça avec 50 000 piastres Ouais. de tableau à Oka, la madame? Est-ce que c'était elle qui possédait les fromages d'Oka? En fait, non, elle avait une entreprise d'espace pour entreposer des choses à Montréal. Ok. Apparemment, ça fait beaucoup d'argent avoir ces choses-là. On dirait bien. Alors, les voleurs ont ligoté son jardinier et se sont enfuis avec des tableaux pour une valeur de 50 000 $. Pour s'enfuir, ils ont utilisé une corde pour descendre en rappel le long d'une falaise de près de 200 mètres pour atteindre un bateau à moteur qui les attendait dans le lac de Deux-Montagnes, à proximité du lieu du crime.
Questionné par les enquêteurs, le jardinier a décrit 3 voleurs, dont 2 francophones et 1 anglophone. Ah. Même si les médias de l'époque ont rapporté les importantes similitudes entre les 2 incidents, les policiers ont conclu que non, les 2 vols n'étaient pas reliés. Ok. 2 francophones, 1 anglophone, c'est pas assez pour tirer des conclusions. Mais il me semble qu'à l'époque, l'amitié entre les francophones et anglophones, c'était pas si courant. Non, restez chez vous, maudits anglais. Alors, pendant plusieurs semaines suivant le vol du Musée des Beaux-Arts de Montréal, la police a surveillé de près un groupe d'étudiants de l'École des Beaux-Arts de Montréal, qui à l'époque venait d'intégrer l'UQAM. Donc, ça date pas de hier que la police et les étudiants de l'UQAM s'entendent pas très bien. Ouais. Les enquêteurs se sont aussi intéressés à la possibilité d'un inside job Ben... et ont questionné les employés du musée. Après tout, pourquoi les voleurs savaient que la lampe reliée au puits de lumière serait désactivée ce soir-là? Ouais. Pourquoi ils savaient qu'elle allait avoir une échelle sur le toit? Ouais. Pourquoi l'alarme était désactivée? Pourquoi? À cause de la construction, pour pas qu'elle parte tout le temps. À cause de la construction. Au terme de leur enquête, il a cependant été déterminé qu'aucun employé du musée n'était lié au crime. Ah. L'un des porte-parole du musée de l'époque, M. Bill Benty, a déclaré que les policiers ont interrogé également les hommes qui avaient été engagés pour faire les rénovations et qu'ils ont aussi été dégagés à titre de suspects. Plusieurs employés ont cependant rapporté aux policiers qu'ils avaient observé à plusieurs reprises pendant les semaines qui ont précédé le vol 2 hommes mystérieux qui s'installaient sur le toit de l'édifice qui faisait face au musée pour fumer et observer les travailleurs. Sur le toit. C'est louche, ça. Une petite séance de ziotage de beaux monsieur qui font des travaux. Ça, je... Il était pas mal Ça, je thirsty. comprends ça. Ah. Oh, oh, oh! Surtout si c'était Éric Bruno. Ah, ben oui. On n'a pas parlé d'Éric Bruno dans notre cas précédent. Il faut en parler à chaque épisode. Ça, pis... C'est qui... De qui on parle d'autant aussi? Luc Picard? Non. Patrick Labbé. Patrick Labbé, c'est mon frère. C'est le bref à Audrey Dans le aussi. district 31. Ok, fait que travailleur de la construction qui était bien Ouais. dans la salle. L'information a malheureusement rien donné. Et aujourd'hui, des 4 gardiens qui ont été présents pendant le vol, il y en a 3 qui sont décédés et le dernier est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ah. Juste quand on avait besoin de leur témoignage. là. Ils s'en Non, rappellent c'est une plus. joke, ça fait genre. C'est Ils ont d'adon. osé mourir. Ouais, c'est ça, ils ont osé mourir en gardant toute cette information privilégiée-là. Là. Une Ah, autre malheur. piste qui a été écartée par la police est celle du politicien Léo Tremblay, qui avait été inculpé en 1970 pour le vol d'une série de 28 toiles pour la valeur de 2 millions de dollars. Ben voyons, un politicien qui vole des Hey, un toiles, politicien tout croche, ça se peut-tu? Non. c'est donc ben le Ça se fun. peut-tu? J'en ai jamais vu. Non, ça existe Non. pas. Sauf une fois au Sauf chalet. au chalet, j'ai volé des tableaux à une madame à Oka. Dérobée au Musée du Québec, qui est aujourd'hui le Musée national des beaux-arts de Québec, en 1965, elles avaient pour la plupart appartenu à Maurice Duplessis. Ah, that makes sense. Et Léo Tremblay, c'était le chef d'un parti nationaliste chrétien et il aurait volé les toiles pour financer son parti. Ça a l'air d'un parti qui a de l'avenir. Ah ouais, c'est un parti que définitivement après les années 60, les gens vont encore voter pour eux. Nationaliste chrétien, c'est très niche. Ça. Sa condamnation a par contre été révoquée par la Cour d'appel du Québec 2 ans plus tard et la police a pris la décision de ne pas investiguer Léo Tremblay après le vol qui a été commis au Musée des Beaux-Arts de Montréal. MBAM for short. MBAM. Bam, da, 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 bam, bam, bam. C'est André Dequoy. On va pas faire trop de blagues avec ce nom-là. C'est quoi? Oui, André Dequoy. Son nom, c'est André de quoi? Mais De quoi? Ben voyons donc. Q-U-O-Y. André de quoi? De quoi? De quoi? André de André quoi? de C'est quoi? qui André de quoi? André de comment? André de qui ça? Non, pas André de qui? André de quoi? André André de de quoi Pourquoi? était responsable de l'enquête. C'est un peu ici. Ouais, ok. C'est lui qui Ah, pose c'est un des policier en questions plus. Il était responsable de quoi? de l'enquête. Non, ça a donné C'est le les pires responsable conversations. de quoi? C'est le responsable de quoi? Hein? De quoi il est Il responsable? est responsable de quoi? De l'enquête. C'est le détective de quoi? C'est le détective de quoi? De quoi? Un détective de quoi? De quoi? André de quoi? Il était responsable Ah, de mais c'est l'enquête. du vaudeville, là. Dans le poste de police. Ok, non, on arrête ça tout de suite, là. On continue l'histoire, sinon on terminera jamais l'épisode. André de quoi était De quoi? responsable de l'enquête. Selon lui, les toiles avaient été dérobées afin de réclamer une rançon pour leur retour. Après tout, des œuvres aussi connues sont difficiles à revendre sur le marché noir et peu prisées par les collectionneurs qui n'ont pas vraiment envie d'avoir des problèmes avec la police. Quelques jours à la suite du vol, les enquêteurs ont reçu un premier appel visant à négocier la restitution des œuvres. À l'autre bout du fil,
un homme à la voix nasillarde et à l'accent européen a donné pour instruction de se rendre à une cabine téléphonique située à proximité de l'université McGill, aux angles des rues Sherbrooke et Metcalfe. Si tu veux revoir tes toiles. Sinon, on va les fourrer dans les vidanges. Comment ça prend un accent européen? Sinon, je vais les mettre dans la poubelle. Dans les ordures! Les ordures comme toi! C'est le directeur de la sécurité du musée qui s'est rendu à la dite cabine téléphonique. Une fois arrivé, le téléphone s'est mis à sonner. C'était la matrice. Et l'homme à l'autre bout du fil lui a dit de ramasser un paquet de cigarettes vides qui se trouvait sur le trottoir. Dans le paquet de cigarettes, il y avait un des colliers qui avait été dérobé le soir du vol. C'est incroyable! Je suis éberluée par cette histoire! C'est incroyable! Une maudite chance que personne d'autre a ramassé ce paquet de cigarettes-là pour le sacrer au vidange. Mais on s'entend que c'est certain qu'il s'était surveillé, là. J'espère. C'est certain qu'il y avait un des kidnappeurs qui était à proximité pour surveiller le Oui, paquet de c'est celui qui cigarettes, grimpait dans les arbres, là, puis là, il était grimpé dans l'arbre, puis il était comme... Touche pas, c'est pas propre! C'est plein de Ramasse pas les bactéries. cochonneries à terre de même! Ta mère, elle t'a C'est pas élevé. sale. Les communications entre les voleurs et le musée se sont poursuivies ainsi au téléphone et par la poste. Reçue le 26 octobre 1972, une enveloppe brune contenait soit une ou une série de photographies, les rapports sont différents, des toiles volées alignées contre un mur. L'enveloppe provenait du port de Montréal. Indice ou bluff? À l'époque, le port de Montréal, c'était le territoire de la mafia irlandaise, Oh non! plus précisément le West End Gang, qui est un groupe qui est toujours actif de nos jours. Le Eastgate Gang de série noire. Avec les Exploding Wow. Cocks! Attends, le West End Gang, c'est une vraie affaire? Oui. Ben voyons donc. Ils sont encore très, très, très actifs aujourd'hui, fait qu'on n'en parle pas plus parce que j'aime ça avoir deux C'était ans. les Peaky je te Blinders. comprends. OK. Mais moi, j'imagine Cillian Murphy avec sa Ben casquette. Ouais, clairement. Les voleurs ont d'abord exigé une rançon de 500 000 $ pour le retour des œuvres. Ils ont ensuite réduit la somme à 250 000 C'est combien en argent d'aujourd'hui? 500 000, on doit être dans les millions maintenant. Attends, moi, aller chercher ce gogol pendant que tu casses les... C'est au moins 15 piastres. T'as pas tort? C'est beaucoup de pots de C'est confiture, beaucoup, bonne beaucoup de maman. paquets de ramen. David Carter leur a proposé de restituer une des toiles pour démontrer qu'ils étaient de bonne foi, et surtout que les toiles étaient toujours en leur possession. Les voleurs ont accepté et ont dit à Carter de se rendre à la gare centrale de Montréal. C'est encore une fois le directeur de la sécurité du musée qui a été dépêché sur place, et il a découvert dans un casier de la gare la toile Paysage avec véhicules et bétail de Bruegel l'Ancien. Heureux d'avoir récupéré la toile, le musée l'a confié à des experts pour que ceux-ci l'authentifient, question de s'assurer que les voleurs ne leur avaient pas fait un bon vieux switcheroo. 500 000 en 1972, c'est 3 millions. Ouais, C'est beaucoup de Ouais. money! 3 millions. Mais là, les experts, ils avaient une bonne et une mauvaise nouvelle pour le musée des Beaux-Arts. La toile, oui, elle était authentique, Ah. mais la toile, elle n'était pas de Bruegel. Ah. Elle était plutôt de l'un de ses élèves, ce qui explique les similitudes au niveau du style. Puis ça, c'est quelque chose qui arrive vraiment très souvent, surtout pour les œuvres de cette époque-là, avec les peintres qui avaient des ateliers. Souvent, en fait, le peintre en tant que tel peignait juste les visages, puis après, c'est ses apprentis qui peignaient le reste. Le musée des Beaux-Arts avait acheté un faux Bruegel? Mais c'est pas un faux techniquement, il a été fait dans l'atelier de Bruegel, mais c'est pas Bruegel lui-même qui l'avait fait. Mais à l'époque, les gens savaient pas que les toiles allaient se promener comme ça, donc elles étaient pas si bien identifiées. Ça arrive souvent des toiles qu'on attribue à certains peintres, finalement, elles sont à un autre ou à un de leurs élèves. C'est pas rare dans l'histoire de l'art, parce que justement, à l'époque aussi, les peintres travaillaient pour des familles de la royauté, puis ils faisaient juste leur donner leur toile. Il n'y avait pas de certificat d'authentification qui venait avec ça, donc c'est difficile de retracer les toiles. C'est qui les a, où est-ce qu'elles ont été, puis si c'est vraiment l'artiste qui l'a fait ou un de ses apprentis. C'est pas Mais rare. là, on peut dire que sans le vol, le musée des Beaux-Arts aurait peut-être jamais appris ça. Exactement. Il y a du bien qui est sorti de cette histoire-là. Voilà. Mais Silver tu sais, lining. c'est une triste nouvelle pour le musée, mais pas pour l'élève de Bruegel qui s'est fait confondre Non. pour son maître. Parce que moi, Il était si vraiment bon. quelqu'un m'entend chanter pis qui est comme « Oh, c'était-tu Céline? » Je vais faire comme « Oh, stop it, you! Oh, charmeur va! » Oh! Mais là, cet événement-là, ça nous amène à supposer deux choses. Soit les voleurs étaient en contact avec des experts du milieu de l'art, parce qu'ils ont pu sélectionner la toile qui en valait beaucoup moins que les autres,
ou ils étaient eux-mêmes des experts du monde de l'art et ils savaient que cette toile-là valait moins que les autres. Peu importe, on a affaire à des Mais connaisseurs. ils ont reçu de l'argent en échange. Pendant que je googlais, est-ce qu'il y a eu une rançon? Non, parce que dans le fond, ok. ils l'ont... Ils l'ont C'est juste donné. celles qui ont redonné pour prouver leur bonne foi. C'est bon, ça. C'est comme avec les négociations d'otages, Bonne laisse stratégie. partir quelqu'un pour prouver que t'es Oui, de j'ai bonne foi. regardé La Casa de Papel. Oh, Ah, oh. Je la sais Casa c'est de quoi une prise Papel. d'otage. Puis aussi pour pas qu'ils payent si l'étoile avait déjà été vendue à Ou quelqu'un les d'autre. enfants tués. Tu sais, comme dans les trucs de kidnapping où les enfants sont déjà morts puis tu demandes une rançon pareille. J'écoute trop d'histoires de crimes, moi, là. Ouais. Histoire de crime. Histoire de crimes. Peu après ces retrouvailles un petit peu moins le fun que celles de Claire Lamarche, Carter a essayé d'arranger un deuxième rendez-vous avec les voleurs pour récupérer une autre toile. Mais ce rendez-vous serait un piège! C'est un guet-apens! Exact. Et c'est un Le policier... détective de quoi était là? C'est un policier undercover qui allait se rendre sur les lieux pour récupérer le tableau et tenter une arrestation. Déguisé en vieux mendiant. Mais malheureusement, c'est un policier de Longueuil qui patrouillait à proximité qui a surpris l'échange et a fait fuir les voleurs. Non! Maudit Longueuil. Maudit Longueuil. Et là, les voleurs ont appelé Carter le lendemain et ils étaient enragés par le rendez-vous gone wrong. Et Carter est demeuré sans nouvelles pendant plusieurs mois. Ah! À l'été 1973, le musée a eu des nouvelles informations sur leur toile volée. L'enquêteur, André Decoy, a déterminé qu'il s'agissait d'une piste prometteuse et le musée a accepté de lui confier 10 000 qu'il devait remettre à l'informeur en échange d'une des toiles volées. Armé d'une enveloppe pleine d'argent, André Decoy a dû se rendre à 11 cabines téléphoniques à travers la ville, de l'hippodrome de Montréal à la station Henri Bourassa pour recevoir des informations sur l'emplacement de la toile. Donc, à toutes les fois qu'il répondait à un téléphone, on lui disait « Ok, maintenant tu te rends à telle cabine », ainsi de suite. Donc, une petite chasse au trésor à travers la ville. Henri Bourassa, c'est dans le nord complètement. Ok, Ouais. c'est ça. Il s'est beaucoup promené pareil. L'hippodrome, c'est de Oui. proche du parc olympique, non? Oui. Ok, Fait c'est ça. qu'il a vraiment fait comme de vert jusqu'à Ouais. orange. Parce qu'Henri Bourassa, avant, c'était la fin de la ligne Ah. orange. Avant qu'il rajoute l'extension pour On parle pas de Laval. Laval, on va pas là. Non, on parle pas de Laval. On va pas là. Au bout de son périple, on lui a ordonné de déposer l'enveloppe d'argent sous un panneau près d'un terrain vague sur le boulevard Saint-Martin. Decoy est ensuite retourné à la cabine téléphonique du métro Henri Bourassa pour que lui soit révélé l'emplacement exact de la toile volée. André Decoy a attendu en vain et le téléphone a jamais sonné. Classique move de cambrioleur. Il s'est fait Il s'est ghoster. fait bamboozle. Il s'est fait poser un lapin. Le lendemain, il a reçu un appel à son bureau. À l'autre bout du fil, un homme l'a informé que la toile avait été laissée dans une chambre de motel à Laval. Ah! La police s'est rendue sur les lieux, mais n'a jamais trouvé de toile abandonnée. Mm. Mais là, si on pense au cocoton de Laval, moi je pense que c'est pas une bonne idée de laisser une toile qui vaut des millions abandonnée à Laval. Avez-vous vu ce que les gens sont prêts à faire pour des petits cocos en C'est ça, chocolat? j'allais dire, peut-on vraiment faire confiance aux Lavallois et aux Lavalloises? On dit ça avec beaucoup d'humour, bien sûr. On vous On dit aime. ça avec beaucoup d'humour, on vous taquine, les Lavallois et Lavalloises qui nous écoutent, on vous Oui. aime. Mais frappez pas des enfants pour leur Toute prendre leur Laval chocolat. au complet s'est garoché dans la... Dans le motel pour prendre la toile. Oui, tout le monde s'est garoché dans la porte du temps, tout jammé. Pow! Ils voulaient tout aller chercher la toile en même temps. La chasse au trésor peu fructueuse a été le dernier contact officiel que le musée a eu avec les cambrioleurs. Chris Hampton, le journaliste dont l'article m'a servi de source pour l'épisode, indique qu'au terme de l'enquête, la police ne produit qu'un rapport très peu détaillé sur l'incident et que ça a été très peu médiatisé. En fait, il y a seulement la Gazette à l'époque qui avait publié une demande d'information Gazette. promettant 50 000 $ à quiconque fournirait des indications aidant à récupérer les œuvres volées. 50 000 $ de nos jours, c'est give or take 300 Je 000. sais pas si tu contactes la Gazette aujourd'hui pis tu te demandes est-ce que je pourrais avoir 300 000 $, j'ai eu une information sur des toiles d'une histoire qui s'est passée il y a 50 ans. Je sais pas s'ils te le donnent, l'argent. Non, puis je pense que tu vas devoir répondre à une couple de Ouais, c'est questions posées par des beaux hommes en J'ai uniforme. Par trouvé enquêteur il de était quoi? dans la ruelle. Je vous jure, il était dans la ruelle, j'ai rien fait. Je faisais devrais du parler dumpster à diving l'enquêteur en de arrière quoi? du IGA. J'ai trouvé De Rembrandt. qui? Il était là, il Je veux dire, Rembrandt qui était Rubens puis Rembrandt mélangés ensemble. Consulté par Chris Hampton pour son article portant sur le vol, Alain Lacourcière, le Colombo de l'art, avait fait l'objet d'un documentaire diffusé sur les ondes de Radio-Canada et il est l'auteur d'un livre qui porte sur les crimes dans le monde de l'art. Alain Lacourcière, il est catégorique. Il n'y a tout simplement eu aucune enquête suite au vol. Selon lui, 2 enquêteurs seulement avaient été mis en charge de l'affaire et ils ont clos le dossier 1 an plus tard, faute de preuves et d'indices.
Si Alain Lacourcière doute fortement que les toiles ont été détruites, comme Nathalie Bondil, l'ancienne directrice générale du Musée des Beaux-Arts, a déclaré le craindre dans une récente entrevue, il se demande par contre si c'est possible que les toiles aient été enterrées. En effet, le vol de 1972, c'était pas le premier rodéo du Musée des Beaux-Arts de Montréal. En 1933, une personne s'était cachée dans l'enceinte du musée et était parvenue à demeurer à l'intérieur après sa fermeture. Une nuit au musée. Au cours de la nuit, le champion de cachette en a profité pour passer 14 toiles, la plupart signées par des artistes canadiens, à un complice par la fenêtre de la salle de bain des dames. Et oui. Wow! Ingénieux quand même. Attrapé, en voilà un autre. Point. Pense vite! Quelques jours plus tard, le musée a reçu une lettre de rançon exigeant 10 000 $ pour le retour des peintures. 3 mois plus tard, le Montreal Star et la presse ont chacune reçu une moitié d'une des toiles dérobées par la poste. Je trouve ça écœurant, cette histoire-là. Je trouve ça tellement le fun. Okay. Chaque morceau était accompagné d'une nouvelle lettre de rançon qui exigeait que 25% de la valeur restante des toiles soit payée. Puis là, you brought this upon yourself. Il y a personne qui t'a dit de découper une toile en deux. Il disait que si la rançon n'était pas payée, que les autres toiles seraient restituées au Musée des Beaux-Arts morceau par morceau. C'est une cool menace. Avant que les voleurs aient pu mettre les toiles dans une déchiqueteuse Banksy style, un malfaiteur du nom de Paul Twain a été arrêté pour avoir dérobé un wagon de train de marchandises, toujours dans la région de Montréal. Pendant son interrogatoire, il a admis que c'était lui l'auteur du vol au Musée des Beaux-Arts de 1933. Le champion de cachette. Exactement, c'est lui le champion international de cachette. Et il a guidé les policiers à une trappe à sable où il avait enterré les toiles à proximité du village L'Épiphanie, dans la région de Lanaudière, à quelques heures de Montréal. Wow. Mais là, Twain, il avait abattu un policier quand il s'était fait arrêter pour le cambriolage du train. Ça. Alors, probablement qu'il cherchait juste à alléger sa sentence. Donc, on ne sait pas si c'était vraiment lui l'auteur du crime ou s'il était tout simplement au courant qu'elle se trouvait là, les toiles. On n'a malheureusement pas pu en savoir plus parce qu'il s'est suicidé en ingérant une dose de strychnine qu'il était parvenu à dissimuler dans ses vêtements et à introduire dans sa cellule. Donc, il n'a jamais été jugé pour le vol des toiles. Ensuite, plusieurs années après le vol de 1972, il y a eu une histoire similaire qui a eu lieu. Un trafiquant de drogue qui avait été arrêté en Colombie-Britannique avait informé les policiers au moment de son interrogatoire que les toiles avaient été enterrées sur le terrain de la résidence d'été d'un avocat de la région de Montréal. Les policiers, par contre, n'ont pas réussi à extraire plus d'informations et ils soupçonnaient que, comme Paul Twain, il essayait tout simplement de réduire sa sentence. Mais là, on va revenir aux étudiants de l'UQAM, parce que même si la piste avait rien donné, Lacourcière dit que l'un d'entre eux, selon lui, était pas mal louche. C'est un étudiant de l'UQAM. C'est ça. Il y avait sa petite toile, il y avait sa petite tuque roulée au-dessus de ses oreilles, là, puis il était comme... Puis des petits pantalons qui t'as de l'eau dans ta cale, là. Donc, il l'a baptisé Smith lors de son entretien avec Chris Hampton. Lacourcière décrit une conversation qu'il a eue avec l'étudiant pendant un vernissage en 1988. Smith avait fréquenté l'École des Beaux-Arts de Montréal au moment du vol, mais il n'avait pas été interrogé par la police. Discutant de vol de peinture en général, Lacourcière a décidé de piéger Smith en lui mentionnant que les voleurs avaient employé un câble d'acier pour s'introduire dans le musée. Smith, tombant drette dans le piège, l'a corrigé Lacourcière en lui disant que non, c'était pas un câble d'acier, mais une corde en nylon qui avait été utilisée pour s'introduire dans le puits de lumière du pavillon Einstein. Hey, smart Lacourcière. Wow. Wow, brillant. J'adore ça. Nothing gets past him. Ensuite, Lacourcière a visité Smith à plusieurs reprises dans les années qui ont suivi cette conversation. Habitant près de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Smith menait un mode de vie étrangement dispendieux pour un ancien étudiant en arts visuels. Je confirme, je ne mène pas un mode de vie très dispendieux. Au terme de ses études, il avait fait l'achat d'une maison et d'un atelier de menuiserie sans hypothèque. Donc, wow! Il collectionnait les voitures de luxe. Le luxe, toi. Et il avait des vastes connaissances dans le domaine des arts, particulièrement le marché de l'art canadien. Questionné sur l'origine de sa fortune, Smith répondait toujours de manière évasive, prétextant qu'il avait tout simplement hérité de la fortune de sa famille. En 2007, pendant le tournage pour le documentaire Le Colombo de l'art, Alain Lacourcière a fait une offre à Smith, un chèque de 2 millions de dollars, en échange de la permission pour faire des travaux d'excavation dans son jardin pour voir si quelque chose y avait été caché. Pis... Smith s'est contenté de rire et d'inviter l'équipe à l'intérieur pour un café. Des autres de café à la place, la gang! 2 millions! Pis que je te vois pas déterrer mon jardin, mon nez. Touche pas à mes corps. C'est toute la faute de Smith! On le sait maintenant. Ok, je suis vendue.
En 2011, Smith a envoyé un courriel cryptique à la coursière. Il s'agissait d'un lien vers une vidéo publicitaire pour Mercedes-Benz. Dans la publicité, on voit des cambrioleurs dérober une valise dans un coffre-fort et s'enfuyant à toute vitesse. Le contenu de la valise? Une toile de Léonard de Vinci. God, c'est lui! Ah, j'ai des frissons! On l'a trouvé, Audrey, on l'a trouvé! Smith est mort 2 ans plus tard, en 2013. Est-ce qu'il a des héritiers et des héritières? L'histoire ne le précise pas, mais la coursière ne pense pas que les toiles étaient nécessairement en la possession de Smith ou qu'il avait orchestré le vol, mais la coursière continue de soupçonner que Smith était un des 3 voleurs qui s'est introduit au musée des Beaux-Arts le soir du 4 septembre 1972. C'est The Thomas Crown Affair dans la vraie vie. Je suis convaincue, honnêtement. Descendons cette corde-là en rappel le long d'une falaise. Toi, t'es-tu bon en alpinisme? Wow. On jase. On jase. Mais là, qui aurait pu orchestrer le vol? Les soupçons de la coursière pointent vers le crime organisé. Selon lui, c'est la mafia irlandaise qui aurait agi sous les ordres de la mafia à cause italienne. de l'affaire du tableau retrouvé dans le Vieux-Port, là? OK. Les peintures, selon lui, ont ensuite été envoyées en Colombie ou en Russie en échange de drogue C'est ou une monnaie d'armes. comme une autre, hein? Mais là, aussi consulté pour l'article de Chris Hampton, l'agent du FBI retraité Robert Whitman a fondé le National Art Crime Team et il travaille aujourd'hui comme enquêteur privé dédié à la récupération d'œuvres qui ont été dérobées. À lui seul, il aurait récupéré pour environ 330 000 US d'œuvres volées. Selon Whitman, les voleurs de peinture sont en général des meilleurs voleurs comme d'affaires, puisqu'il n'y a pas vraiment de marché noir pour les œuvres volées. Il croit également pas à la théorie d'Alain Lacourcière voulant que les toiles aient été échangées contre de la drogue, parce que la drogue, contrairement aux peintures, ça peut facilement être revendu dans la rue. Donc la personne qui donne de la drogue en échange d'une toile, elle se trouverait comme en déficit. Ah ouais, elle se tire dans le pied un peu. OK. Exactement, elle peut plus faire grand-chose avec. 45 ans après les faits, en 2017, Anthony Amore, le directeur de la sécurité du Isabella Stewart Gardner Museum de Boston, soit le musée qui a connu le vol le plus important en Amérique du Nord, a publié un article dans le Observer déplorant le manque flagrant d'efforts faits pour retrouver les œuvres dérobées à Montréal. Par contraste, le Isabella Stewart Gardner est toujours à la recherche de ses œuvres volées. Le FBI est encore présentement sur l'affaire. C'est la plus cool assignation du FBI, là, ça. Et Amore en a fait sa mission personnelle de les retrouver, ces toiles-là. Les galeries du Isabella Stewart Gardner ont par ailleurs pas remplacé les œuvres manquantes. À la place, les visiteurs observent des espaces vides sous lesquels des cartels indiquent quelle œuvre a été dérobée et implorent le public de les aider à les retrouver. Au Musée des Beaux-Arts, les trous ont été comblés et une culture du silence règne parmi les employés haut placés. On entend à peine parler des événements et aucun gardien ne va vous renseigner sur le déroulement de la soirée. Mais si on doit comparer le vol du Isabella Stewart à celui du Musée des Beaux-Arts, honnêtement, je trouve celui du Isabella Stewart encore vraiment très triste parce que c'était la collection personnelle de Isabella Stewart qui avait hérité de la fortune de son mari et qui l'avait utilisée pour se procurer des œuvres d'art. Donc, le Isabella Stewart Gardner, c'est le deuxième domicile de cette dame-là qui est malheureusement décédée. Donc, c'était vraiment des toiles qu'elle avait achetées pour son amour de l'art. Donc moi, je trouve ça encore plus triste, ce vol-là, puis je comprends qu'on veuille absolument les retrouver parce que c'est pas un musée qui a des collections en rotation, c'est vraiment ce que cette femme possédait. Et qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir regarder, contrairement à des collectionneurs qui gardent leur collection un peu plus privée. Là, on peut aller les visiter, donc ce vol-là, je le trouve un peu plus triste que celui du Musée des Beaux-Arts. Mais un élément que je trouve intéressant, c'est que au Isabella Stewart aussi, les gardiens ont été ligotés. Donc, les 3 vols, les gens ont été ligotés. Donc, moi, j'aimerais demander, est-ce que quelqu'un a fait une enquête dans un club de BDSM? Tu devrais écrire à l'enquêteur de quoi? Ah, parce qu'il y a des gens ici qui savent faire des nœuds. Peut-être que c'était des marins ou des scouts. Ou des scouts qui savaient faire des nœuds. Auriez-vous retrouvé des miettes de biscuits par hasard? Les scouts gone wrong. C'est tellement un bon titre de film. Donc là, on arrive un petit peu vers la fin de mon histoire. Selon Anthony Amore, les événements ont une apparence criante de « inside job » au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il ne s'agit pas d'une accusation sortie de nulle part parce que 90% des vols qui ont lieu dans des musées peuvent être tracés à des informations qui se sont échappées de l'institution elle-même. Après tout, par quelle autre manière peut-on expliquer l'échelle qui avait été laissée sur le toit du pavillon, que le premier voleur a pu descendre à ses complices, ou que ceux-ci savaient que la lampe du puits serait désactivée ce soir-là à cause des travaux de rénovation?
Comment on explique ça, hein? Quelqu'un ou quelqu'une a révélé de l'information à quelqu'un ou Wow. quelqu'une, qu'il le sache ou non. En plus, quand les voleurs se sont enfuis après avoir accidentellement déclenché le système d'alarme, ils l'ont fait à bord d'un camion qui appartenait au musée à l'aide d'une clé qui a été prise à un des gardiens de sécurité. Mais quand un plan d'évasion comprend un véhicule qui appartient à la victime, la responsabilité de la victime dans le méfait est toujours à considérer, parce que le plan d'évasion, c'est une composante essentielle du vol. Il peut pas y avoir de doute en lien avec son efficacité. Il faut que tu sois sûr que ton Ben getaway non, est c'est ça, c'est prêt. certain. Comme Ryan Gosling dans le film Drive. Exactement. Mais il faut que tu saches aussi que le Musée des Beaux-Arts possède des camions, où les camions se trouvent, puis qui a les clés des camions, c'est beaucoup d'éléments, là, ça. Et c'est quelle clé? Parce que Ouais. les gardiens, ils ont pas juste une clé sur eux, là. C'est des C'est gros pas juste un trousseaux. passe-partout pour faire une deuxième joke de passe-partout. Il n'y a pas juste une Non grosse plus. clé écrit Ça, camion c'est le dessus. camion. Ça, c'est la cafétéria. Ça, c'est la Ça, c'est mon porte. casier. Ça, c'est l'autre porte. Ça, c'est la porte après. Ça, c'est la porte à droite. Ça, c'est la porte à gauche. Une autre raison qui pourrait expliquer l'absence d'efforts pour retrouver les toiles, c'est le démantèlement de l'unité chargée des crimes culturels, Cultural Crimes. Parce que, en effet, la police avait autrefois une équipe qui était entièrement consacrée aux crimes en lien avec le marché de l'art. Mais aujourd'hui, cette unité est consacrée au terrorisme. Ah! Et c'est pas un cas unique au Royaume-Uni aussi. On a démantelé l'unité en charge du vol d'art et d'antiquités pour créer l'unité en charge de combattre le terrorisme et la menace de la Mais radicalisation. pourquoi un empêcherait d'avoir l'autre? C'est nos concerns Ben, c'est modernes. ça, tu sais. Ils sont de leur temps. Ouais. Mais là, les peintures, elles étaient assurées. Alors, le musée a pu utiliser l'argent des assurances pour faire l'acquisition d'une nouvelle toile de Rubens. Rambens. Une nouvelle toile de Rubens qui est intitulée Les Ah, Léopards. ben, c'est pas pire. Ah! Je me demande qu'est-ce qu'il y a dessus. Oui, moi aussi. Un clown triste. Ça s'est fait manger par un léopard. Ça s'appelle les léopards, il y a juste un clown triste. C'est trop surréaliste pour Rubens, ça. Malheureusement pour le musée, la toile s'est avérée être une Oh non, fausse. encore! Coudon! Lorsque des experts l'analysèrent et s'aperçurent qu'un pigment vermeil employé dans la composition de la toile n'avait été inventé que 40 ans suite au décès du Ça peintre. existait pas, le vermeil. Bon, pas de rouge pour Pas de personne. vermeil dans ce temps-là. Peinture avec ton sang. Oui, c'est ça, tu peins avec ton sang. La toile avait donc sans doute été peinte par un apprenti de Rubens. Un apprenti sorcier. Ah, ça... Un apprenti sorcier. Mais à ce jour, la toile est attribuée à l'atelier Mais Rubens. là, je veux dire, le Musée des Beaux-Arts devrait peut-être investir dans des meilleurs authentificateurs d'œuvres d'art, là, parce que ça fait 2 fois qu'ils ont ce problème-là, juste dans cet épisode-ci. Okay, come on, On a parlé genre de 15 toiles, puis il y en avait 2 là-dedans qui étaient fausses. Là. Fait que c'est pas une bonne moyenne. Arrête de te fier à Crapoute, là. Ça, je comprends que Crapoute, c'est ton neveu, là, mais c'est peut-être le temps de le remplacer, là. De nos jours, les œuvres volées, elles appartiennent en théorie aux assureurs du musée parce que c'est eux qui ont payé les frais encourus par la Ouais, perte. Mais là, si les toiles devaient un jour refaire surface, c'est le musée qui aurait la priorité pour les Makes réacquérir. sense. Mais là, selon Maxime Claude Lécuyer, un réalisateur de cinéma qui s'intéresse au vol pour le porter Maxime au Claude. grand écran, Pauvre lui. Maxime Bonne Claude, combinaison de On noms le salue. qu'on entend très fréquemment. non, j'avoue, le musée n'aurait de nos jours plus les fonds nécessaires pour racheter les toiles qui ont été Il volées. a acheté les léopards de Rubens. C'était même pas vrai. Le club. Ça va pas vrai. C'est vraiment pas un bon J'aurais dû achat. m'en douter, il est en arrière d'une boîte de céréales. J'aurais dû m'en douter, il est en arrière d'une boîte de céréales. Ça valait vraiment pas la peine. Oh non, c'est un dessin de mon neveu fait avec des Ça va crayons pas feutres. Franchement. En dessous, c'est écrit « Papa, je t'aime ». Regardez ce collier archéologique. Non, c'est un collier en macaroni. Non, c'est des macaronis, mais pain doré. Les macaronis de Cléopâtre. Mais Crapoute, il dit... Crapoute, il dit que c'était des macaronis de Cléopâtre. oui. Ah ben là, tu Crapoute l'a dit. Oui. C'est la salade qui avait appartenu à César. C'est la vraie, C'est la vraie originale. boîte de salade César qui appartenait à César. Le musée aurait plus l'argent nécessaire pour racheter les toiles, que le Rembrandt qui avait été volé à l'époque et qui avait été estimé à environ 1 million de dollars, aujourd'hui, elle vaudrait 50 millions. Oh, c'est beaucoup de millions. C'est une coquette somme. Oui. À condition que ce soit un vrai Rembrandt. Ça vaut peut-être moins si c'est pas vrai. C'est un vrai. Il n'y a pas un très bon track record jusqu'à date, là.
Non, c'est un vrai. Non, il est fait au Sharpie. Il est fait avec des surligneurs fluo. Dans un cahier C'est Canada. une feuille lignée. Avec des trous sur le bord. Comme ça, tu peux le mettre dans ton duotang. Un duotang. On va pas le mettre dans un duotang oui. à l'entrée. Regardez notre pauvre André. Peu de gens savent à quel point Rembrandt avait un amour pour les duotangs. Ouais. Je travaillais toujours sur des feuilles lignées. Il économisait de l'argent, il prenait des feuilles Dans lignées. l'atelier de Rembrandt. Pas des feuilles d'imprimante, là, des Des feuilles feuilles lignées. lignées déchirées dans un cahier Canada. Bon, ça soit un petit peu croche sur le bout. Oui. Mais il les mettait dans des Comme ça, il pourrait acceptables aussi pour les faire recto protéger. verso. C'est donc pratique. Il sauvait du Ouf. papier. Mais là, où On en s'en le est-on? demande. Le musée a fortement renforcé son système de sécurité, mais il a à nouveau été victime d'un vol en C'est 2011. un œuf de Fabergé géant. Yep. Personne à l'a roulé dehors. Puis nous, on était comme « Bonne journée, madame! C'est comme le Elle l'avait rocher dans acheté à la Indiana Jones. boutique. » J'ai pris ça d'une Puis un carte petit foulard en postale. soie. Ah oui, un petit foulard en soie, c'est important. Pour mon cosplay de Pauline Marois. Ay, comme une conne. Donc, 2011. 2011. Façonné il y a 2500 ans à Persépolis, capitale de l'Empire perse, où se trouve maintenant l'Iran, et retrouvé dans les ruines de l'ancienne métropole antique détruite par le grand Alexandre qui sent bon. Un bas-relief de calcaire mesurant 20 cm de haut et représentant le visage d'un garde perse fut dérobé de la collection 20 d'archéologie du centimètres. Musée des Le Beaux-Arts. portrait de la face d'un garde gros Ok. comme une règle. C'est spécifique. Ouais, genre, un petit peu moins qu'une règle. Il y avait une Est-ce petite que ça face. valait beaucoup d'argent ou... Ah, je vais Ok, vous le c'est dire. ça. Mais pour l'anecdote, la collection d'archéologie est exactement là où est-ce que l'étoile avait été volée en Arrêtez de mettre 1962. des affaires-là. C'est un petit raccoin, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Arrête de mettre tes affaires là, le Mettez monde va plus de penser miroir et que- de caméra de sécurité, là. Il y a voyons une donc. toilette, là. Ah, c'est bon, ça. Ah, il y a une toilette à côté. Acheté par le musée en 1951 pour la somme vraiment raisonnable de 1005 $ et 10 sous. J'aime la précision Ben, mais, hein. du sou. Et 10 sous. 10 Ouais, cents, c'est c'est important. L'artefact a été retrouvé 3 ans plus tard, donc en 2014, à Edmonton, chez un jeune homme du nom de Simon Metke. Celui-ci l'avait acheté lors d'une visite à Montréal pour la mauditement raisonnable somme de 1400 $. Fait qu'il a évité Il avait l'inflation. acheté ça où? Sur À le quelqu'un. marché noir. Ben, voyons donc. Mais je veux... mais je veux dire, il y a personne qui a fait de l'argent là-dedans, là, ça a pas d'allure. La personne qui avait volé la Ah, elle a fait pétante. de l'argent. Ben oui, mais je veux dire, si elle a acheté 1000 $, si le musée l'avait acheté 1000 $ en 1951, clairement, ça vaut beaucoup plus que ça aujourd'hui. Je veux dire, la Oui, personne oui. qui l'a volé aurait pu voler pas mal n'importe quoi d'autre pour leur vendre 1000 $, là. Il a perdu beaucoup d'argent là-dedans, là. Ah oui, c'est un très Ouais, mauvais mais ça, voleur. c'était une petite affaire. Fait que ça se plaçait dans une sacoche, genre. Ouais. Ou dans une poche de Tu peux pas cargo. partir avec n'importe quoi. Dans des pantalons avec des zips qui deviennent des shorts. Ben non, mais je veux dire, je veux pas encourager les gens à faire des crimes, là, mais je veux dire, en 2011, à rue Sherbrooke, là, il y a des magasins de mode où tu pourrais voler une sacoche puis la revendre 1000 $, puis là, tu aurais un profit pour vrai, tu sais. Je veux dire, à quoi ça sert d'aller au musée des Beaux-Arts voler un morceau archéologique? Je comprends rien, là, cette histoire-là. Ah non, C'est mais pas un c'est- crime qui est très logique pour moi. Oh non, mais attends, la conclusion du crime, elle vaut la peine. Ok. Ignorant l'importance de l'objet, Metke l'avait disposé sur des tablettes aux côtés de ses figurines de Star Wars. Ça donne genre la vibe Tatooine. C'était dans sa... Puis c'était dans sa salle de yoga. Ben voyons donc. Son espèce de salle de méditation de yoga dans son Ben appartement. voyons donc. Puis pendant la perquisition, les policiers ont aussi saisi du LSD, de l'héroïne et beaucoup de drogues hallucinogènes. Ah, ben, ceci explique cela. Wow. Il y a une photo du monsieur sur Internet, puis il a l'air exactement de quelqu'un qui a ça chez lui. Ok. Au moment de son arrestation, Simon Metke a plaidé son ignorance totale Ben oui, je comprends. de l'importance de l'objet qui est aujourd'hui estimé à 1,2 Ben, c'est million ça, de il a Il a dollars. dit, je suis un ignorant total. Clairement, la personne qui l'a dérobé savait pas non plus. Je suis un tweet. Puis le jury était comme, oui, c'est un bon argument. T'as l'air de quelqu'un qui sait. Par contre, il s'est déclaré très fier d'avoir bien pris soin de cet objet qu'il avait en sa possession. Comment
bien pris soin, il l'a pas échappé à terre. Parce qu'il le dépoussiérait. Il les poussait une fois de temps en temps, ouais. Il le dépoussiérait quand il dépoussiérait Ah, ok, ses figurines de Star Il a Wars. pas laissé la petite mousse s'installer dessus, là. Ben, Comme c'est sur bon. ta hotte de four, genre. Non, c'est ça, la petite mousse collante. Il a Il bien passait un petit dépoussiéré. Swiffer dessus une fois de temps en temps. Chouk, chouk. Mais bon, même s'il passait un petit Swiffer dessus ou un petit torchon, Simon Metke et sa copine ont été arrêtés au terme d'une enquête conjointe de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada et de la maison d'assurance AXA. Ils vont devoir répondre à des chefs d'accusation pour possession d'un objet volé d'une valeur supérieure à 5 000 $, possession d'une substance réglementée en vue de trafic et de possession de biens criminellement obtenus. Mais il peut avoir la satisfaction de savoir qu'il a inspiré un personnage dans le film Nice. Yoga Hosers de Kevin Smith et il a été interprété par nul autre que Johnny Ben, Depp. voyons donc. Eh Ben, ça me oui. donne une bonne idée de son apparence, là. Oui. Mhm. Mais le film a la cote très enviable de 23% sur Rotten C'est très Tomatoes, enviable. qui explique que je l'ai pas regardé. Ah. Parce qu'on sait que Rotten Tomatoes, c'est comme le golf. Fait que plus le score est bas, mieux c'est. Ah. Exactement. Et c'est ainsi que se conclut mon histoire du vol au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bam. Hey, bam, c'était toute une histoire. Merci beaucoup, Audrey, pour cette belle histoire dans laquelle personne n'est mort. Non. C'était bien. C'est très Ben, il y a des gens qui sont morts, mais de cause naturelle. Oui, de cause naturelle, les gardiens, mais c'est ça, de cause naturelle. Ils sont morts de leur belle mort. Ils sont morts de leur belle mort. Personne n'a été tiré dans le chest ou décapité ou non, même. non. Ça fait du bien, hein. Oui. On se nettoie le palais. Hein? C'est un palette cleanser. C'est un crime un peu plus soft. C'est un crime un peu plus soft qui se termine avec quelqu'un qui avait mis un artefact de 1 million avec ses figurines de Star Wars. Mais là, j'entends des gens à la maison me crier qu'il y a probablement des figurines de Star Wars qui valent 1 Ça se peut, million. oui. Ça se peut très bien. Mais Ça en se tout peut. cas, Signé par Obi-Wan Obi-Wan lui-même. lui-même. Alors, si vous possédez des figurines de Star Wars qui valent $1 million, vous pouvez nous écrire unpeudcrime@gmail.com pour nous raconter ça. On aimerait vraiment savoir à quoi ça ressemble et si c'est en effet autographié par Obi-Wan Kenobi. Sinon, Pas Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Alors, Obi-Wan Kenobi. on vous invite donc à nous écrire unpeudcrime@gmail.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @unpeudcrime. Enter. Puis ça devrait être là. C'est la même chose sur Instagram. Vous tapez un peu de crime dans mon café et on devrait être là. Alors... Dans ton café. Ah, dans ton café, pas dans le mien. Bon, voilà. Non, touche pas à ça mon que personne café. nous suit nulle part. Ben non, c'est une blague. Merci beaucoup à tous nos auditeurs et nos auditrices. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mettre un peu de crime dans votre café. Bye bye! Merci tout le monde, bye!